Dibujé en mi pizarrón dos objetos. Bon, ce sont deux objets très simples, Son dos objetos muy simples, très élémentaires. muy elementales. L'un est un nœud propre, Uno es un nudo propio, c'est le nœud trèfle, es el nudo trébol, c'est le plus petit nœud qu'on puisse fabriquer. es el nudo más pequeño que podemos fabricar. Et l'autre, en dessous, c'est un enlacement de deux Y el nœuds. otro, el de abajo, es un enlace de dos redondeles. C'est une chaîne, Es una cadena, c'est un nœud et une chaîne. es un nudo y una cadena. Les deux plus simples. Los dos más simples. Alors, j'ai dessiné ces deux-là Dibujé estos dos de acá pour montrer comment employer la méthode de lecture para mostrar cómo emplear el método de lectura qui est exposé dans nœud. que está expuesto en nudo. Dans nœud, dès le début, En nudo, desde el comienzo, il y a un chapitre qui est consacré à une méthode de lecture hay un capítulo que está consagrado a un método de lectura de l'un nœud, d'un nœud. de un nudo, del uno nudo. Donc j'ai choisi, dans le livre, j'ai choisi un exemple plus compliqué. En el libro yo elegí un ejemplo más complicado Et non alterné. y no alternado. Mais là, pour employer la méthode, Pero para emplear el método on n'a pas besoin de s'inquiéter de l'alternance. no hay necesidad de inquietarse por la alternancia. Bon, la méthode consiste El método consiste à suivre le bord du nœud ou de la chaîne seguir el borde del nudo o de la cadena avec deux couleurs. con dos colores. Et donc la méthode elle-même, le point le plus délicat, c'est de Entonces, en el método mismo, el punto más delicado c'est de savoir quand est-ce qu'on change de couleur. es saber cuándo uno cambia de color. On peut mettre. Alors d'abord, il faut mettre la couleur du côté de la surface. Primero hay que poner el color del lado de la superficie. Donc il y a une chose préalable Entonces, hay algo preliminar qui s'appelle. Comment ça s'appelle dans le chapitre 1? Ça s'appelle. que se llama, ¿cómo se llama en el capítulo 1? Se llama Les trois temps de l'algorithme. los tres tiempos del algoritmo. Le premier temps, c'est une chose qu'on peut faire avec n'importe quel nœud, n'importe quelle chaîne. La primera cosa es algo que se puede hacer con no importa cuál nudo, con no importa qué cadena. C'est-à-dire qu'il y a un binaire des zones. Eso quiere decir que hay un binario de las zonas. Les zones, elles sont dans le dessin. Las zonas están en el dibujo. À chaque fois qu'on franchit le bord du nœud ou de la chaîne. Cada vez que se franquea el borde de la cadena o del nudo. Donc, on peut comme ça Entonces se puede así voir qu'il y a deux types de zones. ver que hay dos tipos de zonas. Pour n'importe quel nœud, n'importe quelle chaîne mise à plat. Para no importa qué nudo, para no importa qué cadena puesta en chato. Il y a deux types de zones. Hay dos tipos de zonas. Alors, le plus simple, c'est de prendre deux lettres. Lo más sencillo es tomar dos letras. Si je mets, par exemple, plus ici, Si por ejemplo yo pongo más acá, dans la zone qui est autour, en la, périphérique, en la zona que está alrededor, periférica, quand je franchis le bord, je change de signe.
Cuando franqueo el borde, cambio de signo. Donc si je franchis de nouveau le bord au même endroit, je retrouve le premier signe. Y si yo vuelvo a franquear el borde en el mismo lugar, voy a volver a encontrar el mismo signo. Donc cette zone, elle a deux arcs. Esta zona tiene dos arcos. Il y a des zones qui vont avoir plus de deux arcs. Hay zonas que van a tener más de dos arcos. Et ici, comme j'ai franchi cette zone, cet arc-là pour rentrer dans cette zone, Pero aquí, como yo he franqueado este arco de acá para entrar en esta zona, si je sors par là, je change de signe. si yo salgo por acá, cambio de signo. Donc je mets plus. Entonces pongo más. Donc j'ai plus, moins, plus. Tengo entonces más, menos, más. Je peux continuer. Puedo continuar. Ici, je vais avoir moins. Acá voy a tener Parce que je menos, franchis encore une ligne. porque vuelvo a franquear aún una línea. Et si je franchis cette ligne, je retrouve plus. Donc vous voyez, c'est toujours cohérent. Y si yo franqueo esta línea, vuelvo a encontrar nuevamente más. Ven que es siempre coherente. Il n'y a jamais de contradiction entre une même zone qui aurait deux signes. No hay opposés. jamás contradicción entre una zona que tendría dos signos Contraire. contrarios. Donc ici, je peux revenir dans cette zone, passer par l'extérieur, et je vais ici franchir une nouvelle ligne, donc ce sera moins. Entonces yo puedo pasar aquí a otra zona y puedo pasar otra vez a otra zona y voy a encontrar menos. Alors ici, on peut faire la même chose. Si je mets plus à l'extérieur, j'ai moins ici, plus ici, moins ici. Y acá voy a encontrar la misma cosa. Si yo pongo más en el exterior, voy a encontrar menos acá, más acá y menos acá. Donc, et on choisit les zones qui n'ont pas le signe de la zone périphérique. Y se eligen las zonas que no tienen el signo de la zona periférica. Donc ici, on va choisir les zones qui sont marquées moins. Aquí entonces vamos a elegir las zonas que están marcadas menos. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces zones qui sont marquées moins? ¿Y qué hacemos en esas zonas que están marcadas menos? Eh bien, on va les peinturer d'une manière monochrome. Vamos a entonces a pintarrajearlas de una manera monocroma. Hein. Et ces zones Y estas zonas déterminent determinan ce qu'on appelle la surface d'entente. lo que se llama la superficie de paneo. Ici, c'est une bande de Mobius à 3 demi-torsions. Esta es una banda de Moebius con 3 semitorsiones. Ici, c'est une bande avec 2 demi-torsions, donc elle est bilatère. Y acá es una banda con 2 semitorsiones, por lo tanto es una banda bilateral. Là, il y a 2 faces, alors qu'ici, il n'y en a qu'une. Acá hay 2 caras, en cambio acá no hay más que una. Hein. Quand il y a un nombre impair de zones autour d'un vide, Cuando hay un número de zonas impares alrededor de un vacío, bien, c'est parce que y on bien, a affaire, eso es porque tenemos que vernosla, vous voyez, à quelque chose comme la bande de Mobius. que con algo, vean que hay algo como la banda de Moebius. Hein. Parce que le bord de la bande de Mobius, c'est un 8 intérieur. Puesto que el borde de la banda de Moebius es un 8 interior. Donc si je mets plus à l'extérieur, je passe un bord, j'ai moins. Entonces, si yo pongo más en el exterior, paso un borde, pongo menos, Et je passe de nouveau un bord et j'ai plus ici. y si vuelvo a pasar un borde, tengo más aquí. Donc le 8 intérieur, c'est le bord d'une Entonces, bande de Mobius. el 8 interior es el borde de una banda de Moebius. Ici, j'ai rajouté un trait de perspective
Acá yo le he agregado un trazo de perspectiva pour évoquer un pli au lieu d'un croisement. para evocar un pliegue en lugar de un cruzamiento. Là, il y a un croisement dans Acá. l'intérieur. Hay un cruzamiento en el 8 interior. Donc vous voyez qu'on peut faire apparaître un pli si on met des pointillés du côté qui passent en dessous. Pero vea que se puede hacer aparecer un pliegue si se pone un puntillado en la línea por debajo. Hein. Il y a des pointillés parce que la surface, elle est là, elle cache une partie d'elle-même. Se puede poner un puntillado porque vean que acá la superficie tapa una parte de sí misma. Hein. Donc là, ça, on va appeler ça un pli à l'occasion d'une torsion. Acá vamos a llamar a esto un pliegue en ocasión de una torsión. Et la bande de Möbius, donc elle a qu'une seule face. Y la banda de Moebius, entonces, ella tiene una sola cara, Parce que si je change de couleur ici, porque si yo acá cambio de color, hein, par exemple, je vais mettre la couleur verte dans la partie de la surface, por ejemplo, voy a poner el color verde en la parte de la superficie, qui vient jusque là, que viene hasta acá, et là, je vois l'autre face. y acá yo veo la otra cara. Bon. Mais il se trouve que du fait qu'il y a un seul pli, Pero se halla que, por el hecho de que hay un solo pliegue, les deux couleurs se mélangent. los dos colores se mezclan. Et c'est ce qu'on va appeler une surface unilatère, qui a Yes. un seul côté. Y a eso vamos a llamarlo una superficie unilátera, es decir, que tiene un solo lado, Hein, c'est non orientable. es no orientable, Parce qu'il y a deux orientations, mais elles s'identifient. puesto que hay dos orientaciones, pero ellas se identifican, Comme les deux couleurs qui se mélangent. como los dos colores que se mezclan. En termes d'orientation, on peut dire qu'ici on met un point avec une flèche comme ça, En términos de orientación podemos decir que aquí ponemos un punto con una flecha así, hein, c'est un vecteur perpendiculaire à la surface. es un vector perpendicular a la superficie, Et si on fait migrer ce point, y si hacemos migrar este punto, la flèche va pouvoir venir jusqu'ici, la flecha va a poder llegar hasta aquí, mais dans le pli, elle change de côté, elle est derrière. pero en el pliegue ella cambia de lado y está por atrás, De l'autre côté. del otro lado. Donc si on continue ce mouvement, Y si continuamos este movimiento, on voit que la deuxième flèche, elle vient ici. se ve que la segunda flecha viene acá. Donc il n'y a qu'une seule face parce que l'orientation d'une face s'identifie avec l'orientation de l'autre face. Entonces, hay una sola cara porque la orientación de una de las caras se identifica con la orientación de la otra cara. Et bien ça, c'est pas étudié dans Nœud, c'est étudié dans Étoffe. Y bien, esto no está estudiado en nudo, está estudiado en estofa. Donc il faut, pour pouvoir profiter de ce qui est expliqué dans Nœud, il faut aussi d'abord étudier Étoffe. Entonces, para aprovechar todo aquello que está estudiado en nudo, es necesario también estudiar lo que está en estofa. Bon, donc les variétés topologiques Entonces, las variedades topológicas en basse dimension, de baja dimensión hein, ce sont les objets topologiques, son los objetos topológicos, on les appelle comme ça variétés, se los llama así, variedades, hein, mais dans Lacan, c'est des objets. pero en Lacan son objetos. Et ces variétés, ces objets topologiques, Y esas variedades, esos objetos topológicos, c'est les objets d'un chapitre de la topologie qui s'appelle son los objetos de un capítulo de la topología que se llama les variétés linéaires par morceau. Les variétés topologiques, si vous voulez, linéaires par morceau.
las variedades topológicas lineales por pedazos. Parce qu'on peut les construire comme des combinaisons linéaires Porque se las, d'éléments de base. porque se las puede construir como combinaciones lineares de elementos de base. Alors, les éléments, ils sont le point, Los elementos son el punto, qui est réputé avoir comme dimension 0, que tiene la dimension fama de tener como dimensión 0, nulle, dimension nulle. dimensión nula. Ensuite, avec deux points et un trait, on forme un segment. Luego, con dos puntos y un trazo se forma un segmento, Qui est de dimension 1. que es de dimensión 1. Donc ici, la dimension 0, 1, 2, 3. Aquí entonces la dimensión 0, 1, 2, 3. Vous voyez, ici, il y a un élément de dimension 0. Acá hay un elemento de dimensión 0. Et ici, il y a deux éléments de dimension 0. Y acá hay dos elementos de dimensión 0. Et il y a un élément de dimension 1. Y hay un elemento de dimensión 1. Donc, à la dimension, maintenant, pour avoir un objet de dimension 2, Ahora, para tener un objeto de dimensión 2, il faut prendre trois éléments de dimension 0, hay que tomar tres elementos de dimensión 0, trois éléments de dimension 1, tres elementos de dimensión 1 et on a un triangle de dimension 2. y tenemos un triángulo de dimensión 2. C'est la face de cet objet, c'est un triangle. Es la cara de este objeto, es un triángulo. Et ce triangle, il a deux faces opposées, c'est avec ça qu'on va fabriquer les surfaces. Y este triángulo tiene dos caras opuestas y es con eso que vamos a fabricar Les surfaces. las superficies. Hein, donc les surfaces, c'est l'étude des composés Las de superficies petits entonces triangles. es el estudio de los compuestos de este pequeño triángulo, On colle selon les arêtes entre eux. que se pegan según las aristas que hay entre ellos. Hein. Si on colle deux triangles comme ça, Si se pegan dos triángulos como estos, on obtient une surface de dimension 2 se plus obtiene grande. una superficie de dimensión 2. Hein. C'est une surface. Esta es una superficie. Hein. Et cette composition, on appelle ça combinaison linéaire. Y a esta composición se la llama combinación lineal. Alors, pour obtenir un objet de dimension 3, il faut prendre plus de triangles. Para obtener un objeto de dimensión 3 hay que tomar más triángulos. Hein. On prend 4 points, Se toman 4 puntos, 6 arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. Il y en a une qui est derrière, 6 aristas, hay una que está por detrás, et il y a 1, 2, 3, 4 faces. y hay 4 caras. Et il y a un tétraèdre de dimension 3. Y hay un tetraedro de dimensión 3. Bon, ici, ça vient interférer. C'est 4 ici et 1 là. Es 4 acá y 1 acá. Hein, j'ai mis les dimensions ici, 0, 1, 2, 3. Acá puse las dimensiones, 0, 1, 2, 3. Bon, et on peut continuer à construire des objets de dimension supérieure à 3. Y se puede seguir construyendo objetos de dimensiones superiores a 3. Hein. Mais vous voyez qu'ils ne sont plus réalisables dans l'espace commun, de l'espace de dimension 3. Pero ustedes vean que ya no son más realizables en el espacio común, es decir, en el espacio de dimensión 3. Donc, les dimensions plus élevées que 3, qui sont la dimension 4 ou 5 et les autres dimensions, Entonces, las dimensiones más altas que 3, es decir, 4, 5, 6, ce sont des objets qui ne sont pas constructibles dans l'espace commun.
son objetos que no son construibles en el espacio común. Et on en parle uniquement parce que c'est des combinaisons qu'on peut continuer. Y se habla de ellos solo por el hecho de que son dimensiones que se pueden continuar. Donc j'efface la bande de Mobius ici. Borro entonces la banda de Moebius de aquí. Hein, parce que je suis en train de vous introduire à la théorie des surfaces qui permet d'étudier ces objets. Porque yo estoy introduciéndolos a la teoría de superficies, que es la que permite estudiar estos objetos. Ça, c'est donc des objets de Étoffe, du livre Étoffe. Estos entonces son los objetos de Estopa, del libro Estopa. Donc quand on étudie les nœuds, on va utiliser les surfaces. Cuando estudiamos los nudos, vamos a utilizar las superficies. Hein, c'est ce que je suis en train de définir ici, c'est les surfaces d'Ampan. Es lo que yo estoy definiendo aquí, las superficies de paneo. Bon. Alors, il faut dire à cette étape, En esta etapa hay que decir, il faut parler du triangle de Pascal. hay que hablar del triángulo de Pascal. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que le triangle de Pascal? ¿Saben ustedes qué es el triángulo de Pascal? Il y a des gens qui ne savent pas ici ce que c'est que le triangle de Pascal. Hay Vous gente savez pas? aquí que no sabe lo que es el triángulo de Pascal. Ça s'appelle le triangle arithmétique, on l'appelle. Il suit la loi de Newton. Es el triángulo aritmético que sigue la ley de Newton. Et c'est une construction qui n'est pas inventée par Pascal, mais enfin, dans la culture européenne, on le réfère à Pascal, à Blaise Pascal. Es un triángulo que no fue inventado por Pascal, pero que en la literatura se lo refiere como de Pascal, de Blaise Pascal. Parce que Pascal, avec ce triangle, va construire la première théorie des jeux qui devient le calcul des probabilités. Porque con este triángulo Pascal va a escribir la primera teoría de los juegos basada en el cálculo de probabilidades. La théorie des jeux de Pascal s'appelle la règle des parties. El juego, La théorie des jeux de Pascal la s'appelle la teoría, règle des parties. la teoría de los juegos de Pascal se llama las reglas de las apuestas. Non, des parties. De las partidas. Oui, oui, des parties, parce que c'est la manière de calculer comment distribuer les mises d'un jeu, les mises qu'on a misées quand on joue avec de l'argent, Porque se trata de saber cómo distribuir las apuestas que uno ha hecho en las apuestas de un juego, hein, si on arrête le jeu avant la fin. si uno detiene ese juego antes del final. C'est-à-dire que si on va jusqu'à la fin, il y en a un qui gagne, il prend toutes les mises, et l'autre, il perd tout. Porque si uno llega hasta el final, hay uno que gana y agarra todas las apuestas y hay otro que lo pierde todo. Bon. Mais si on s'arrête avant, Pascal cherche à trouver une manière de calculer quelque chose qui est juste. Pero si se detiene el juego antes, Pascal busca encontrar algo que se reparta de manera justa, En fonction de ce qui s'est déjà passé dans le jeu. en función de aquello que ya ha ocurrido durante el juego. Bon. Et donc il va construire, par le raisonnement, une méthode pour établir cette répartition des pertes et des gains. Entonces él va a estudiar con un método cómo realizar esa repartición de las ganancias y de las pérdidas. Mais il n'est pas très sûr de son résultat, alors il a écrit à d'autres mathématiciens de l'époque. Pero él no estaba muy seguro de su resultado. Entonces le escribió a otros matemáticos de la época. Et il y en a un qui trouve le même résultat que lui. Y hubo uno que encontró el mismo resultado que él. Alors Pascal lui répond par courrier en disant « Bon, vous avez employé une autre méthode que moi et vous trouvez le même résultat. » Entonces, a vuelta de correo, Pascal le dice, usted utilizó otro método y encontró el mismo resultado que yo. Donc,
notre résultat doit être bon. Por lo tanto, nuestros resultados deben ser buenos. Hein, c'est comme ça qu'est née la règle des parties, qui est le point de départ de ce qu'on appelle le calcul des probabilités. Es así como nació la regla de las partidas, que es el nacimiento del cálculo de probabilidades. Et dans ce calcul des probabilités, on utilise le triangle arithmétique. Y en ese cálculo de probabilidades se utiliza el triángulo aritmético. Vous voyez, comme ça. Si vous avez que des zéros, Si ustedes no tienen más que ceros, il ne se passe rien. no pasa nada. Hein, c'est comme si vous êtes en train de voler au-dessus de la forêt amazonienne. Il n'y a aucune singularité, vous voyez des arbres. Es como si ustedes estuvieran sobrevolando el Amazonas. Ustedes no verán más que árboles y no verán ninguna particularidad. Et à un moment donné, Pero en un momento dado vous pouvez voir apparaître une petite clairière. podrán ver aparecer un pequeño claro. Hein, si on passe du néant Se pasa de la nada à l'être. al ser. C'est comme ça qu'on disait ça à l'époque en philosophie. Es así como se decía todo esto en esa época en filosofía. Et l'être, Y el ser c'est comme dans un bouillon de culture, par exemple. Vous faites un bouillon en biologie, es como se hace en un caldo de cultivo. Ustedes hacen un caldo de cultivo biológico. hein, il est bien propre, et si vous introduisez une petite saloperie, Está muy limpio, pero si ustedes le introducen una pequeña porquería, hein, avec le temps, cette petite porquerie, elle va se démultiplier, elle va se répandre. con el tiempo esa pequeña porquería se va a desmultiplicar y va a expandirse. Donc le triangle de Pascal, il a un intérêt ontologique. Entonces, el triángulo de Pascal tiene un interés ontológico En matière de biologie. en materia de biología. Hein, si vous avez une pourriture dans un bouillon, si vous laissez les choses se développer, ça va s'étendre. Si ustedes tienen Une pourriture. una podredumbre en un caldo de cultivo, bueno, ella va a extenderse. Hein, c'est ça l'être. Eso es el ser. Hein, ça se répand comme une pourriture. Se expande como una podredumbre. Donc le triangle de Pascal, il produit cet effet en additionnant Entonces, el efecto sumando deux chiffres de cette ligne, dos cifras de esta línea, cette ligne où on a introduit une pourriture. en esta línea en la que hemos introducido una podredumbre. Et si je fais la somme entre 0 et 1, ici, entre les deux, j'obtiens 1. Y si yo hago la suma entre 0 y 1 aquí, voy a obtener 1. Hein. Et ici, 0 plus 0, ça fait toujours 0, 0, 0. Acá 0 más 0 va a dar siempre 0. Et ici, 1 plus 0, ça va faire un autre 1. Pero acá 1 más 0 va a dar otro 1. Bon. Par contre, la somme des zéros, Por el contrario, la suma de ceros c'est une infinité de zéros de deux côtés. es una infinidad de ceros de ambos lados. Alors la ligne suivante, 1 plus 1, ça fait 2. Ici, ça fait 1, et ici, ça fait 1. La línea siguiente va a dar 1 más 1, 2, y acá va a dar 1, y acá también va a dar 1. Voilà. Vous voyez comment apparaît le triangle de Pascal. Il commence à apparaître comme triangle dès la deuxième ligne. ¿Ven cómo comienza a aparecer el triángulo de Pascal? Comienza a aparecer ya desde la segunda línea. Hein, c'est le triangle arithmétique. Bon, Es alors, el si on triángulo continue, aritmético. Y si continuamos, ici on obtient 1, 3, 3, 1. Acá. 0, 0. acá tenemos 1, 3, 3, 1 y luego 0, 0. Et l'étape suivante, on a 1, 4, 6, 4, 1. Et 0, 0, 0, 0, 0. Y luego 1, 4, 6, 4, 1 y luego ceros.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez de ce triangle de Pascal remarquable? ¿Qué es lo que ustedes notan de este triángulo de Pascal que es notable? Hein? Il est symétrique. Es simétrico. Mais ce que j'ai dit des dimensions ici, 0, 1, 2, 3, Pero lo que yo dije aquí de las dimensiones 0, 1, 2, 3, vous voyez que c'est un morceau du triangle de Pascal. vean que esto es un pedazo del triángulo de Pascal. Hein? C'est la première ligne, il y a 1, ensuite La primera línea tiene 1, luego vous avez ensuite 2 et 1, luego ustedes tienen 2 y 1, hein? Ensuite vous avez 3, 3, luego ustedes tienen 3, 3, hein? 3, 3 et 1, 3, 3 y 1, et ensuite vous avez 4, 6, 4. luego ustedes tienen 4, 6, 4. Dans les dimensions de chacun des éléments de cette théorie, En la dimensión de cada uno de los elementos de esta teoría, des objets linéaires par morceaux, de los objetos lineales por pedazos, qui sont des composés que son, successifs. que son compuestos sucesivos. Vous voyez, ici il y a seulement un point, là il y en a 2, ici il y en a 3, ici il y en a 4. Vean, acá hay un solo punto, acá hay 2, acá hay 3 y acá hay 4. Et ici il n'y a pas de ligne, mais ici il y a une ligne, c'est pour ça que ça s'appelle un segment. Acá no hay línea, pero aquí sí hay una línea y es por eso que se llama segmento. Et le segment, on en trouve 3 dans le triangle et 4 dans le tétraèdre. Y de los segmentos se encuentran 3 en el triángulo y 4 en el tetraedro. Eh ben, je vous montre ça parce que si vous voulez parler de topologie dans la psychanalyse, vous avez là la raison de la topologie. Y yo les hablo de todo esto porque si ustedes quieren hablar de topología en psicoanálisis, ustedes tienen la razón aquí de la topología Dans l'analyse, en el análisis. il ne s'agit pas de représentation, No se trata de il representación, s'agit d'instance de la lettre. se trata de instancia de la letra. Vous avez une construction arithmétique qui s'appelle le triangle arithmétique de Pascal. Ustedes tienen una construcción aritmética que se llama el triángulo aritmético de Pascal. Et vous retrouvez ça, ce triangle arithmétique, vous le retrouvez dans la composition des dimensions successives. Y este triángulo ustedes lo vuelven a encontrar en la construcción de las dimensiones sucesivas. Hein, et la dimension, c'est l'invariant de la topologie. Y la dimensión es la invariante de la topología. La topologie, justement, nous intéresse dans la psychanalyse parce que son objet de base, c'est la dimension. La topología nos interesa en el psicoanálisis porque su objeto de base es la dimensión. C'est Pascal, c'est Cantor et Dedekind qui ont Son Cantor, découvert, grâce surtout à Dedekind, pardon, c'est son c'est Cantor, Cantor et Dedekind, son Cantor y Dedekind qui, grâce à Dedekind surtout, quienes, y gracias a Dedekind sobre todo, ont découvert que la dimension d'un objet, d'un espace, han descubierto que la dimensión de un espacio, d'un objet ou d'un espace, de un objeto o de un espacio, hein, et même de la comparaison d'un objet dans l'espace, y incluso de la comparación de un objeto en el espacio, vous voyez, ces objets, ils sont constructifs en dimension 3. estos objetos están construidos en dimensión 3. Et ça, c'est le tétraèdre. Pero este es el tetraedro. C'est un élément de dimension 3 Es un elemento de dimensión 3. dans l'espace de dimension 3. En el espacio de dimensión 3. Et pourquoi ça intéresse la psychanalyse? ¿Y por qué esto le interesa al psicoanálisis? Eh bien parce que la difficulté du narcissisme, Y bien, porque la dificultad del narcisismo pour le sujet, para el sujeto eh bien c'est justement cette différence de dimension. es
justamente esta diferencia de dimensiones. Hein, ça s'appelle, c'est une difficulté de lecture Es una dificultad de lectura hein, qui s'appelle le narcissisme. y que se llama el narcisismo. Hein. Donc pour Freud, il a introduit le narcissisme Para Freud, él introdujo el narcisismo hein, en constatant que le sujet, pour contrôler son corps, doit s'orienter grâce à une image de son corps. que el sujeto para controlar él constató que el sujeto para controlar su cuerpo debe orientarse en relación a una imagen de su cuerpo Comme le corps d'un autre. como el cuerpo de otro. Hein, c'est ce que Lacan va expliquer grâce au stade du miroir. Es aquello que Lacan va a explicar gracias al estadio del espejo. Hein. Et Lacan fait remarquer que l'enfant qui est dans les bras d'un adulte, Y devant un miroir, Lacan hace notar que el niño que está en brazos de un adulto frente a un espejo, à un moment donné, en un momento dado, quand il grandit un peu, cuando él crece un poco, eh bien, s'il bouge le bras devant un miroir, y bien, si él mueve el brazo frente a un espejo, il se retourne vers l'adulte et il jubile. Il manifeste sa satisfaction. él gira hacia el adulto y él jubilea, él manifiesta su satisfacción. Bon, Lacan dit que l'enfant, là, il fait un jump, il fait comme au bridge, vous savez, il fait un saut. Y Lacan allí dice que el niño ha hecho un jump, ha hecho un salto, como en el bridge. Hein. C'est un bluff, Es un bluff, comme s'il savait déjà contrôler son corps. como si él ya supiera controlar su cuerpo. Bon, il ne sait pas encore bien contrôler son corps, mais il est quand même content de commencer à le contrôler. Él no sabe todavía controlar bien su cuerpo, pero él ya está contento de empezar a saber controlarlo. Hein. Il y a quelqu'un même qui avait à l'époque du stade du miroir montré à Lacan le film d'une petite fille devant un miroir. Y hubo en la época del estadio del espejo alguien que le mostró a Lacan la película de una niñita frente a un espejo Qui là est un peu plus âgée. que allí era un poco más grande, Et le premier geste qu'elle fait, c'est de masquer les organes génitaux. pero el primer gesto que ella hace es enmascarar sus genitales. Faire passer sa main devant ses organes génitaux pour ne pas voir la différence. Hace pasar su mano frente a sus genitales para no ver la diferencia. Donc la fonction phallique devient anatomique Entonces, la función fálica deviene anatómica à partir du narcissisme, a partir del narcisismo, puisque le narcissisme met en jeu l'image du corps, puesto que el narcisismo pone en juego la imagen del cuerpo et que l'exercice narcissique consiste à lire y que el ejercicio narcisístico consiste en leer pour contrôler son corps, para controlar su cuerpo, à lire a leer dans l'image du corps en la imagen del cuerpo comme vue de l'extérieur. como vista desde el exterior. Donc c'est la même chose que la lecture d'une carte de géographie, une carte de la route ou une carte de la ville. Es lo mismo que la lectura de un mapa de geografía, de un mapa de la ciudad, de un mapa de una autopista. Je n'ai pas dit d'autoroute, hein, de la route ou de la ville. No Faites ce que dijo vous de la voulez, hein. autopista, dijo de la ruta Oui, ou de la ville. o de la ciudad. Bon, et il y a des sujets qui lisent plus ou moins facilement une carte pour s'orienter. Hay sujetos que leen más o menos fácilmente un mapa para orientarse. Hein, c'est un exercice de lecture, le narcissisme, qui est difficile et ça va donner lieu à la paranoïa adulte. Es un ejercicio de lectura en el narcisismo que es muy difícil y que puede llegar a dar la paranoia, Qui va donner lieu à la paranoïa chez l'adulte. que puede llegar a dar lugar a la paranoia en el adulto. Alors, bon,
doctrine analytique, ensuite, c'est de parler de l'incorporation. La doctrina analítica es hablar luego de ello de la incorporación, Qui est un moment qui précède le narcissisme. y que es un momento que precede al narcisismo. Bon, mais pourquoi je dis lecture? Pero ¿por qué yo digo lectura? Parce que lire une carte de géographie, c'est pas évident pour tout le monde. Y bien, porque leer un mapa de geografía no es evidente para todo el mundo. Pour se situer dans un territoire, Para ubicarse en un territorio. puisqu'il s'agit dans un territoire, c'est un corps de dimension 3 qui est dans une surface. Porque un territorio es un cuerpo de dimensión 3 que se encuentra en una superficie. Alors que quand il regarde la carte, il est comme vue d'avion, comme s'il voyait le territoire vue d'avion. Porque cuando él mira el mapa es desde una vista de avión. Es como si mirara eso desde un avión, una vista aérea. Donc il y a une vision grâce à la carte qu'on va appeler extrinsèque. Entonces hay una visión gracias al mapa, la cual vamos a llamar extrínseca. Le lecteur se trouve dans l'espace de dimension 3 et regarde un territoire de dimension 2. El lector se encuentra extrínseco en un espacio de dimensión 3 y mira la carta que es de dimensión, el mapa que Dans es le territoire qui est de dimension 2. el territorio que es de dimensión 2. Donc le sujet, il doit se placer d'une manière fictive dans un espace de dimension 3 extrinsèque au territoire. Entonces, el sujeto debe ubicarse en una dimensión ficcional que es extrínseca y de dimensión 3. Et grâce à cette vue d'avion, en prenant des repères, il s'oriente dans le territoire intrinsèque sur lequel il se trouve. Y gracias a esa vista aérea, él toma... Non, grâce à des repères. Él toma así referentes. Il regarde autour de lui, il voit que si vous êtes à Buenos Aires, vous pouvez regarder où se trouve telle ou telle autre rue, regardez le nom des rues pour pouvoir vous orienter. Él mira a su alrededor, si ustedes están en Buenos Aires, se fijan dónde está tal calle o tal otra para poder ubicarse. Si vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, le palais du Congrès sur la carte, vous pouvez savoir mieux où vous vous trouvez. Por ejemplo, no sé si ustedes ven sobre el mapa. Non, si vous voyez dans le territoire le bâtiment du Congrès. Si ustedes ven en el territorio, por ejemplo, el Palacio del Congreso, ustedes pueden orientarse. En voyant où se trouve le Congrès sur la carte, et comme ça, se trouver où vous vous trouvez. Y viendo, Déduire où vous vous trouvez. Viendo dónde se encuentra el Congreso sobre el mapa, y así ustedes pueden deducir dónde están ustedes. Il faut compter les rues, par exemple, ou des choses comme ça, ou les avenues. O cuentan las calles, o cuentan las avenidas, cosas como esa. Eh bien, c'est un exercice narcissique. Bien, eso es un ejercicio Vous avez narcisístico. une différence de dimension Ustedes tienen una diferencia de dimensiones qui est un exercice difficile pour le sujet. y que es un ejercicio difícil para el sujeto. Et la névrose narcissique que Freud appelle psychose, c'est un déficit de cette lecture. Y la neurosis narcisística, que Freud llama psicosis, es un déficit de esa lectura. Il dit que le sujet, il reprend la théorie de Abraham. Él retoma la teoría de Abraham Et qui dit que le délire, c'est une tentative de guérison. la que dice que el delirio es un intento de cura, Et qui échoue parce que le sujet n'arrive pas à construire l'objet pero que fracasa porque el sujeto no logra construir el objeto, il construit seulement l'ombre de l'objet. él solo construye la sombra del objeto. Vous voyez, et quand si vous avez un objet comme ces deux crayons, Vean, si ustedes tienen objetos como estos dos lápices, là vous pouvez voir sur le mur l'ombre de ce crayon. acá ustedes pueden ver sobre la pared la sombra de este lápiz, Et là vous avez un autre crayon.
Y ahí ustedes tienen, Je ne sais pas comment vous montrer ça, mais no sé cómo mostrarles vous pouvez faire esto, ça chez vous. Hein. lo pueden hacer en vuestras casas. Acá ustedes tienen otro lápiz. Bon, ben, les deux crayons qui sont l'un passe en dessous de l'autre dans l'espace, Los dos lápices, uno pasando por abajo del otro en el espacio, dans l'ombre, ils sont confondus au point de croisement. en la sombra, ellos quedan confundidos en el punto de cruce. Et c'est pour ça que la théorie des nœuds est intéressante. Y es por eso que la teoría de los nudos es interesante. Parce que pour éviter la psychose, on introduit des dessus-dessous avec des interruptions de l'objet. Porque para evitar la psicosis se introducen arribas y abajos en el objeto, Au croisement des objets. en el cruzamiento de los objetos. Donc c'est ce qu'on appelle en géométrie un plongement Es du nœud de l'objet. lo que se llama en geometría una sumersión del objeto. Alors que l'ombre de l'objet, c'est une immersion. En cambio, la sombra del objeto es una inmersión. C'est la différence entre plongement et immersion. Et la En différence. français. Es la diferencia en francés entre sumersión e inmersión. Bon. Et donc là, en espagnol, vous dites autrement, vous dites submersion. Oui, Non, non, mais il ne s'agit pas de discuter. C'est juste, mais vous voyez bien que dans chaque langue, on emploie des mots différents. en español usted está usando palabras distintas, vean ustedes entonces que en cada lengua se utilizan palabras diferentes. Mais que cette différence existe. Pero que esa diferencia existe. C'est une différence Es una diferencia entre l'objet et l'ombre de l'objet. entre el objeto y la sombra del objeto. Et c'est ce que dit Freud dans la conférence 26 des conférences d'introduction. Y es lo que dice Freud en la conferencia 23 de las conferencias de introducción. Donc, les sujets de la psychose préfèrent dessiner des choses comme ça, Entonces, los sujetos de la psicosis prefieren dibujar cosas como estas, le croisement de deux lignes au lieu du dessus-dessous qu'on utilise dans la théorie des nœuds. el cruzamiento de dos líneas en lugar de utilizar los arribas y abajos que se utilizan en la teoría de nudos. C'est chiant cette histoire de dessus-dessous. Il faut prévoir comment on va interrompre le trait pour qu'un autre trait passe là. Es jodida este asunto de los nudos, porque hay que fijarse bien cómo este trazo va a pasar por acá o va a pasar por allá, por arriba, por abajo. Bon, ben, il faut interrompre le trait, prévoir à l'avance qu'un autre trait va passer dans l'interruption. Hay que interrumpir el trazo y prever por adelantado que otro trazo va a pasar por la interrupción. Bon, donc vous voyez, c'est ce qui fait dire à tous les psychanalystes qui sont encore psychotiques, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'analyse, Y eso es lo que le hace decir a todos los psicoanalistas que siguen permaneciendo psicóticos, puesto que no han realizado un análisis. ils ne sont pas allés très loin dans leur analyse et du coup ils sont paranoïaques, ils disent que la topologie c'est pas bien. Ellos no fueron muy lejos en su análisis, entonces por eso permanecen psicóticos y siguen diciendo que la topología no está bien. Ça n'a rien à voir avec la clinique pour eux. Eso para ellos no tiene nada que ver con la Ben, clínica. comme ils sont paranoïaques, la clinique elle est très faible. Y Elle est psychothérapeutiques. y como son paranoicos, su clínica es muy débil, son muy débiles. Ellos hacen psicoterapia, Oui, psychothérapeutiques. hacen Ils psicoterapéutica. essayent de lire Freud et Lacan en imaginant comprendre ce qui se passe chez des patients qu'ils observent. Ellos tratan de leer a Freud y a Lacan observando aquello que ocurre en los pacientes que ellos tratan. Bon, au lieu de s'engager dans un exercice de lecture. En lugar de comprometerse en un ejercicio de lectura, dont on peut reconnaître que c'est une difficulté. Le narcissisme n'est pas facile. entonces hay que reconocer que esto es una dificultad y que el narcisismo no es fácil. Mais la névrose narcissique, justement, c'est
l'incapacité de pratiquer le narcissisme. Pero la neurosis narcisística es justamente la imposibilidad de practicar el narcisismo. Ça, c'est difficile, parce que quand Freud introduit le narcissisme, il parle de prendre son objet. Esto es difícil porque cuando Freud introduce el narcisismo, él habla de tomar su objeto, Prendre son corps comme un objet. tomar su cuerpo como un objeto. Et il cite le mot narcissique qui vient de, comment il s'appelle, le psychanalyste qui a parlé de ça. Y él habla del narcisismo citando al psicoanalista que habló de esto. Il s'appelle comment? Comment? Jung. Non, pas Jung. Il s'appelle comment c'est pas Nash? Nash. No. Comment? No, il n'est pas freudien. Oui, il est postérieur à Freud. Oui, donc, comment il s'appelle Ah, Krafft-Ebing, celui-là, non? No, pero es con una K. K, Krafft-Ebing. No, Nake es el que... Oui, Él dice que no. C'est pas lui, non, No, mais comment es s'appelle celui Sekler. qui cite Freud? Sekler me parece que... Comment? Sekler Non, puede ser. ça commence par un N. C'est pour ça que Par je dis un Nash. N. Ça commence par. Bon, ben, il faut regarder quand vous allez rentrer chez vous, dans Freud, Introduction au narcissisme. Freud cite, il dit que le mot, il le prend chez un autre. Cuando él escribe Introducción del Narcisismo, desde la primera línea, él dice que esa palabra la toma de alguien, Il s'agit de hay que prendre son buscarlo corps en comme un nuestras objet. casas. Il s'agit de prendre son corps comme un objet. Se trata de tomar a su cuerpo como un objeto. Et prendre son corps comme un objet, c'est prendre son corps, c'est pas du tout forcément. Qu'est-ce qu'il y a? ¿Qué pasa? Ben alors pourquoi vous parlez No, porque si ella vous me ne rien dire? corrige. Entonces, ¿para qué habla si no va a decir nada? No, ella me corrige. Bon, alors, vous voyez là, vous voyez, il faut retourner, quand vous rentrez chez vous, vous regarderez l'introduction au narcissisme de Freud. Entonces, cuando ustedes vuelvan a nuestras casas, ustedes buscarán Introducción del Narcisismo de Freud. Et sans le stade du miroir, on a tendance à croire que le narcissisme, c'est l'auto-érotisme. Y sin el estadio del espejo, se tiene tendencia a creer que el narcisismo es el autoerotismo. Donc, l'onanisme est considéré comme une pratique narcissique, ce qui n'est pas juste, c'est pas ce que veut dire Freud. Entonces, el onanismo es considerada como una práctica narcisística, lo cual no es correcto porque no se trata de eso lo que dice Freud. Donc, il faut reposer la question, qu'est-ce que veut dire prendre son corps comme un objet? Entonces, hay que volver a retomar la pregunta. ¿Qué quiere decir tomar al cuerpo como un Son objeto? corps. A su cuerpo como un objeto. Eh bien, avec le miroir, on voit bien qu'il s'agit de prendre son corps comme le corps d'un autre. En el espejo se ve bien que se trata de tomar a su cuerpo como el cuerpo de otro. Hein, c'est l'image narcissique dans le miroir. Es la imagen narcisística en el espejo. Alors, qu'est-ce que tu veux Es dire? Nake. Na. Nake. N-A-C-K-E. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Debe ser algo así. Donc vous avez, c'est pour ça que je confonds avec l'autre, le français. Na. Bon, donc vous voyez que Freud fait une référence au mot narcissique et narcissisme chez un autre, mais que la formule qu'il emploie, c'est prendre son corps comme un objet. Ven que él toma el término narcisístico de otro, pero lo que, Ben, il dit bien qu'il s'agit de prendre son corps comme un objet. pero él dice bien que se trata de tomar a su cuerpo como un objeto. Et que c'est une erreur de lecture de la part des lecteurs de Freud de considérer que le narcissisme, c'est l'auto-érotisme. Y que es un error por parte de los lectores de Freud considerar que el onanismo es un Non, le autoerotismo. narcissisme est un auto-érotisme. Ah, el narcisismo es un autoerotismo. Au contraire, pour Freud, c'est la sortie de l'auto-érotisme. Al contrario,
Para Freud, el narcisismo es la salida del autoerotismo. Du fait de pratiquer cette lecture entre la dimension 3 et la dimension 2, Por el hecho de practicar esa lectura entre la dimensión 3 y la dimensión 2, eh bien, le sujet sort de l'auto-érotisme et va entrer dans la relation d'objet. y bien, el sujeto sale así del autoerotismo y va a entrar en la relación de objeto, À propos du contrôle de son corps. a propósito del control de su cuerpo. Et moi j'ajoute que ce narcissisme est une lecture comme celle d'une carte de géographie pour s'orienter dans un territoire. Pero yo agrego que eso se trata de una lectura como... Dans le narcissisme, En el narcisismo se trata de algo como la lectura de un mapa geográfico para orientarse en el territorio. hein, et que c'est quelque chose que ne réussira pas à faire le sujet de la psychose. Y que es algo que no logrará hacer el sujeto de la psicosis. Donc la psychanalyse, c'est une école de lecture pour surmonter ce déficit de la psychose. Entonces el psicoanálisis es una escuela de lectura para superar ese déficit que está en la psicosis. Hein, déficit lié à l'aliénation première qui produit la perte d'une partie de son objet, El déficit está ligado a la alienación primera, que consiste en la pérdida de la parte de un objeto, c'est l'aliénation du trauma, es la alienación del trauma, perte d'une partie de l'objet du désir, pérdida de la parte de un objeto del deseo, hein, et ensuite séparation qui est la visée de la pratique analytique, y luego la práctica qui analítica, consiste à reconstituer cet objet, cette partie perdue de l'objet, que consiste en restituir esa parte perdida del objeto, en accommodant son désir sur le manque de l'autre. acomodando el deseo sobre la falta del otro. Donc là, vous avez la clé de l'incompréhension des analystes qui parlent de la fin de l'analyse comme identification à l'analyse. Allí ustedes tienen la llave de la confusión de los analistas cuando hablan del fin del análisis como de una identificación al analista, Comme idéal. como ideal. Alors qu'au contraire, il s'agit, dans la fin de l'analyse, de reconstruire cet objet grâce aux défauts de l'autre. Cuando en realidad el fin del análisis se trata de reconstruir esa parte del objeto gracias al defecto en el otro. Hein, Lacan insiste beaucoup là-dessus en disant oui, que le sujet, l'analysant, il accommode son objet grâce au manque de l'autre, c'est-à-dire au défaut de l'analyse. Lacan insiste mucho sobre esto. Lacan dice que el analizante ubica su objeto, el deseo, en relación a la falta en el otro, en su analista. Hein, au déficient. Donc l'analyste ne doit pas être quelqu'un de parfait, au contraire. Ça empêche l'analyse. El analista no debe ser alguien perfecto, por el contrario, eso impide el análisis. Alors moi, je connais à Paris, je ne pas beaucoup ici, mais à Paris, j'ai des analystes qui ne veulent même pas aller au café boire un verre après les cours, après les conférences. S'il y a des analysants dans la salle qui vont aller au café avec eux. Yo conozco analistas en París, acá no muchos, que ni siquiera quieren ir a tomar un café o una copa después de una conferencia, porque, Ou un cours. o un curso, si hay analizantes entre ellos. Hein, en général, ce sont ceux qui sont plutôt psychiatres. En general son aquellos que son más bien psiquiatras. Qui m'ont dit, ah non, il y a des analysants qui viennent là, je ne veux pas aller au café avec vous. Hay algunos que me dijeron, no, ahí va a haber analizantes entre ellos, así que yo no voy a ir a tomar un café con ustedes. Ils veulent être des idéaux parfaits et ne pas qu'on ne connaisse pas leurs défauts. Ellos quieren ideales perfectos y no quieren que sean conocidos sus defectos. Dans ces conditions, je pense que la psychanalyse se transforme en continuation de la psychose. Entonces, en esas condiciones, yo pienso que el psicoanálisis
se transforma en una continuación de la psicosis. Hein, vouloir passer pour idéal, c'est vouloir passer pour un modèle imaginaire. Querer pasar como un ideal es querer pasar como un modelo imaginario. Moi, il m'est arrivé de faire des conférences à Paris où on lisait le texte de Freud sur l'identification, par exemple. A mí me ocurrió en París que haciendo conferencias donde se leía el texto de Freud acerca de las identificaciones, justamente. Quand Freud parle au début de l'identification, on connaît l'identification parce que le petit garçon prend son père comme idéal. Y cuando Freud comienza el texto, la identificación, y escribe, si conocemos la identificación, porque el niñito toma al padre como ideal. Bon, et si on continue à lire, tout de suite on passe à la question suivante, c'est la relation avec la mère. Si uno sigue leyendo, se pasa a la relación siguiente, que es la identificación con la madre. Bon, et on s'aperçoit qu'il y a des analystes tout de suite qui parlent de l'identification à la fin de l'analyse, à cette occasion, à l'analyse comme idéal. Y entonces ustedes tienen enseguida analistas que hablan acerca del final del análisis como la identificación al analista como ideal. Et donc on peut constater dans ce cas-là qu'il y a une partie du texte de Freud qui disparaît sous la table. Entonces se puede verificar en esas ocasiones que de repente hay una parte del texto de Freud que desaparece debajo de la mesa. C'est vrai que l'identification première, c'est l'enfant qui prend son père comme idéal, mais c'est pas toute l'affaire. Es verdad que la identificación primera es la identificación de un niño que toma a su padre como ideal, pero ese no es todo el asunto. Parce que le narcissisme, ça va être le passage justement dans le processus primaire. Porque el narcisismo va a ser justamente el pasaje en el proceso primario. Mais vous voyez, c'est très compliqué de faire comprendre à des gens qu'il y a un processus premier et un processus primaire. Pero vean que es muy difícil hacerle entender a la gente que hay un proceso primero y un proceso primario. Bon, alors que moi, c'est Lacan qui m'a aidé à comprendre ça. Quand je lis dans le séminaire 2 qu'ils disent ce qui est premier n'est pas primaire. Pero fue Lacan que me ayudó a comprender esto cuando en el seminario 2 dice que lo primero no es lo primario. Hein? Donc vous avez des gens qui vous parlent des phases prégénitales, même pas, ils disent pas prégénitales, ils disent préoedipiens. Entonces ustedes tienen gente que les habla de las fases ni siquiera pregenitales, sino preedípicas. Ils savent analyser les enfants autistes. Y que saben analizar a los niños Ils autistas. ne font pas la différence entre ce qui est inanalysable, qui est premier, et ce qui est analysable, qui est primaire. Ellos no hacen la diferencia entre lo que no es analizable, que es lo primero, y lo que es analizable, que es lo primario. Parce que le primario, c'est déjà lié à l'écriture, à l'histoire. Porque lo primario ya está ligado a la historia, a la escritura. Parce que l'histoire commence avec l'écriture. L'histoire, c'est lire des documents écrits. Puesto que la historia comienza con la escritura, la historia es leer documentos escritos. Hein? Et c'est même la question préliminaire au traitement de psychose dans le texte de Lacan. Y es justamente de lo que se trata la cuestión preliminar del tratamiento de la psicosis en el texto de Lacan. Hein, quand il fait cette critique à Mélanie Klein, Cuando él le hace esa crítica a Melanie Klein, il dit que sa doctrine analytique à Mélanie Klein, elle est erronée mais guidée, parce qu'elle est freudienne. él dice que su teoría, la de Melanie Klein, está mal orientada, pero que está guiada, puesto que ella es freudiana. Hein, elle est guidée, mais elle se trompe en parlant de phase préoedipienne. Que está guiada, pero que ella se equivoca hablando de etapas preedípicas. Hein, parce que ce qui est préhistorique, il n'y a pas de texte. Ça s'appelle l'étude des sociétés préhistoriques, c'est l'ethnologie. Porque en lo
prehistórico no hay documentos, no hay historia, se trata... Je suis un peu perdue. Oui, oui, je vois bien. Mais comme tout le monde, hein, tout le monde se prend les pieds là-dedans. On a tous des difficultés. C'est ça la difficulté de lire. Le dije, estaba un poco perdida, lo que él dice es que todo el mundo se empieza a perder un poco en estas cuestiones. Oui, parce que la doxa officielle et répandue, c'est justement une absence de lecture et de Freud et de Lacan. Porque la doxa extendida es justamente la ausencia de lectura de Freud y de Lacan. Et même si je vous raconte tout ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. E incluso si yo les cuento todo esto, no están obligados de creerme. Oui, parce que vous allez vous faire mal voir par les collègues. Porque ustedes van a ser mal vistos por vuestros colegas. Hein, si vous faites partie d'une association professionnelle, c'est très mal de lire Freud et Lacan. Il faut répéter ce que disent les chefs. Porque si ustedes forman parte de alguna asociación profesional, eso está muy mal visto, leer a Freud y a Lacan. Hay que repetir lo que dicen los jefes. Et si vous considérez que moi je suis le chef ici, il faut répéter ce que je raconte. Et je ne sais pas ce que je vous propose. Hein. Y si ustedes consideran que yo soy acá el jefe, ustedes tienen que repetir lo que yo les propongo, pero yo non, no c'est pas ce que je vous propose, que de répéter ce que je dis. de C'est pas ce que je vous repetir, propose. de repetir lo que yo digo, pero yo no sé lo que les propongo. Moi, je vous propose de vous emmerder et de vous inciter à relire Freud et Lacan. C'est difficile. Yo les propongo que se jodan, que se ejerciten en leer a Freud y a Lacan, Relire. en releer a Freud y a Lacan, y que sepan que eso es difícil. Ne pas écouter les sirènes de la doxa, de l'opinion qui est très répandue. No escuchen los cantos de las sirenas, de la doxa, que es aquello que está más extendido. C'est très difficile. C'est la raison qui fait l'absence d'analyse à l'heure actuelle. Y bueno, es eso lo que da cuenta de la falta de análisis en la hora actual. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de lien social analytique à cause de cette obstruction discursive. El hecho entonces de que no haya lazo analítico actualmente a causa de esta obstrucción discursiva. Donc, vous voyez, ça va depuis l'introduction au narcissisme, la question des psychoses, jusqu'à la topologie. Entonces, esto va desde el narcisismo, la cuestión de la psicosis, hasta la topología. Et moi, je reproche à personne d'avoir des difficultés avec ça. Yo no le reprocho a nadie que tenga dificultades con esto. Tout ce que je propose, c'est qu'on se rende compte qu'il y a une vraie difficulté qu'il faut surmonter. Todo lo que yo propongo es reconocer que hay una dificultad verdadera y que hay que sobrepasarla. Oui, et que chacun doit le faire, parce que le fait que moi je le dise, c'est pas suffisant. Il n'est pas question de me croire sur parole. Pero cada uno tiene que hacerlo por sí mismo, porque el hecho de que yo lo diga no es suficiente, no hay por qué creer sobre mi palabra. La seule chose que j'ajoute, c'est que vous voyez aussi la difficulté de faire ces dessins et de les lire et de les écrire. Agrego solamente, vean ustedes la dificultad que hay en hacer estos dibujos, en escribirlos, en leerlos. Tous ces dessins de topologie. Et vous voyez que si on devient lecteur, on s'aperçoit que l'espace supposé scientifique, y si uno deviene lector, uno se da cuenta que el espacio devenido supuestamente científico, des dimensions du point, de la ligne, de la surface et de l'espace 3, de las dimensiones del punto, de la línea, la superficie et les volumes, y los volúmenes en dimensión 3. eh bien ceci existe soi-disant pour la science. Esto existe supuestamente para la ciencia. Parce que les scientifiques sont des crétins qui ne se réfèrent même pas au triangle de Pascal pour voir que c'est complètement artificiel. Porque los científicos son unos cretinos que ni siquiera se refieren al triángulo de Pascal para darse cuenta que todo esto es ficcional. C'est une fiction
qui Es est une una, conséquence de l'écriture. es una ficción que es consecuencia de la escritura. Hein, et quand Lacan vous dit que la réalité c'est un fantasme, ben là vous avez un bel exemple. Y entonces cuando Lacan les dice que la realidad es un fantasma, he aquí un bello ejemplo de Puisqu'un ello. fantasme c'est un proverbe, c'est une phrase écrite qu'on répète sans réfléchir. Porque un fantasma es un proverbio, es una frase escrita que uno repite sin reflexionar. Hein, c'est ce qu'on apprend, c'est comme ça qu'on éduque les enfants, en leur inculquant des fantasmes. Es así como se educa a los niños, aprendiéndoles a ser, On les éduque se los en leur educa imposant des fantasmes, inculcándoles, imponiéndoles fantasmas, hein, qu'on leur fait apprendre par cœur. que uno se los hace aprender de Alors memoria. c'est très joli quand c'est un poème de Rimbaud, bon, c'est bien, mais c'est très insuffisant. Es muy lindo cuando se trata de un poema de Rimbaud, pero eso es insuficiente. Et c'est très con quand il s'agit de parler de choses communes. Pero es muy boludo cuando se trata de hablar de cosas comunes. On apprend des lois, c'est de la suggestion, Se aprenden leyes y eso es la sugestión, hein, ou même du réflexe conditionné. o incluso del reflejo C'est condicionado. ça qu'on appelle éducation. A eso lo llaman Et educación. les études à l'école et à l'université. Y los estudios en la escuela y en la universidad. Bon, ben, la psychanalyse, elle découvre la difficulté de cette situation. El psicoanálisis descubre la dificultad de esa situación. Et c'est ça qu'il faut commencer par faire pour construire sa pratique analytique. Y es eso lo que hay que empezar a hacer para construir su práctica analítica. Hein, se nettoyer les oreilles, frotter les yeux, se moucher et puis essayer de réfléchir. Limpiarse las orejas, sonarse la nariz, lavarse la cabeza y Non, je n'ai pas dit lavage de cerveau. no Se frotter les yeux. frotarse los ojos, limpiarse las orejas, Oui. Non, et puis se moucher. y sonarse la nariz, y entonces después de hacer todo eso empezar a reflexionar. Hein, c'est un préjugé de croire que moi je peux faire un lavage de cerveau. Es un prejuicio creer que yo quiero que hagan un lavado de cerebro. Je sais qu'on ne peut rien faire pour les autres dans ce domaine. Yo reconozco que no se puede hacer nada por los otros en este dominio. Je ne peux pas faire plus que de vous en parler comme une histoire à la fois comique et tragique. Yo no puedo hacer más que hablarles de todo esto, de como una historia que es a la vez cómica y trágica. Hein, c'est la situation actuelle qui s'aggrave depuis la disparition de Lacan, parce qu'il n'y a plus de psychanalyse. Es la situación actual que se agrava después de la muerte de Lacan, porque ya no hay más psicoanálisis. Hein. Il y a un vrai déficit de discours, c'est-à-dire de lien social, Hay un déficit verdadero de discurso, es decir, de lazo social, pour pouvoir parler de ces choses para poder hablar de estas cosas sans exagération, en reconnaissant la difficulté. sin exageraciones, reconociendo la dificultad. Hein, chacun a besoin du temps. C'est ce que dit Lacan à ce crétin là, de Meunier. Faut le temps. Y para, Chacun a besoin du temps. y para eso se necesita tiempo. Es lo que le dice Lacan a ese cretino del molinero. Se necesita tiempo. Cada uno necesita su propio tiempo. Oui, il faut le temps au lieu de s'occuper d'ontologie. Es necesario el tiempo en lugar de ocuparse de ontología. L'ontologie, c'est la pourriture qui s'augmente. Vean, la ontología es la podredumbre que va en aumento. Hein, c'est la pollution. Es la polución. Vous voyez, c'est ça un monde ontologique. Ese es el mundo ontológico. Hein, aujourd'hui, vous ouvrez le journal ou la télé, vous allez voir qu'il y a des matières plastiques partout dans l'océan. Y ahora ustedes abren los diarios o ven la televisión y verán cosas de plástico que se expanden por todos los mares, Les océans. los océanos. Bon. Donc, c'est ça la pollution.
Eso es la polución. Nous ne savons pas faire autre chose si nous ne nous imposons pas une pratique. Nous ne savons pas faire autre chose. No sabemos hacer otra cosa. No sabemos hacer otra cosa que la de imponer estas prácticas. Hein, il faut décider de s'interroger sur le caractère polluant et destructeur de l'espèce humaine. Hay que interesarse en este carácter poluante, Et destructeur. contaminante y destructivo de la raza humana. Parce que c'est une conséquence du symbolique. Puesto que esto es una consecuencia de lo simbólico. Donc, la langue, Por lo tanto, la lengua, qui est ségrégative, que es segregativa, c'est même ce que Chomsky a découvert, qui fait qu'une machine ne peut pas être une machine qui traduit. es aquello que justamente Chomsky descubrió, que una máquina no puede ser una máquina que sepa traducir, qui sert à traduire la langue, que sirva para traducir la lengua, parce que les machines ne font pas comme la langue des exceptions et des ségrégations permanentes. porque las máquinas no hacen como las lenguas excepciones y sustituciones, segregaciones permanentes. Vous voyez, l'espèce humaine, quand c'est une espèce animale qui s'est mise à parler dans la langue, Vean, cuando la especie humana, que es una especie animal que se puso a hablar en la lengua, les animaux parlent mais sans langue, nous parlons avec une langue. los animales hablan, pero sin una lengua. Nosotros hablamos, pero con una lengua. Mais la langue parlée, on n'a pas de trace de ça. Pero de la lengua hablada no tenemos huellas de ello. Donc on suppose en anthropologie que l'espèce humaine a commencé à parler une langue à partir des traces qu'elle laisse de sépulture. Se supone en antropología que la especie humana ha comenzado a hablar una lengua a partir de las huellas que dejó en las sepulturas. Hein? Les animaux ne font pas de sépulture, Puesto que los animales no hacen sepulturas, alors que l'espèce humaine, ça commence avec un linceul, un drap, ne serait-ce qu'un drap pour envelopper le corps. en cambio la especie humana comienza cuando aparece una sábana, ¿cómo se llama? Un linceul. Sí, pero tiene un nombre. Lo que se le pone a los muertos, una mortaja, Comment vous dites? mortaja. On appelle ça en français, on dit un linceul. En francés se llama linceul, y ahí Bon, mais aparece. c'est à ce moment-là qu'on considère que les sujets sont des sujets de la langue. Es a partir de ese momento es que se considera que los sujetos son sujetos de la lengua. Dans le texte de Lacan, c'est dans Radiophonie, il passe de l'incorporation aux sépultures. Lacan está en el texto Radiofonía, en el cual él pasa de la incorporación a las sepulturas. Et il évoque aussi Kant, qui parle de la morale en parlant du ciel et du ciel étoilé. Y él habla también de Kant, que habla en relación a la moral como el cielo estrellado. Hein, la conscience morale et le ciel, la beauté du ciel étoilé. La conciencia moral y la belleza del cielo estrellado. Il faut lire Kant pour lire Lacan. Hein. Hay que leer a Kant para poder leer a Lacan. Bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ensuite, quand on a inventé l'écriture, à ce moment-là, on commence à trouver des squelettes, des fossiles humains brisés. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a partir del advenimiento de la escritura se empiezan a encontrar fósiles, esqueletos humanos rotos. Donc la destruction du corps, c'est une conséquence de l'écriture. La parole, c'est quelque chose qui produit la différence, le fait d'envelopper le corps mort dans un autre corps. Entonces la destrucción de los cuerpos comienza ¿cuándo? Con la escritura. En cambio, la palabra es lo que hace que los cuerpos muertos queden envueltos por las mortajas. Jusqu'aux momies égyptiennes. Hasta llegar a las momias egipcias. Hein? La sépulture, c'est
Aujourd'hui, vous voyez, dans notre civilisation, on a tendance à préférer la crémation. Vean que ahora, hoy en día, en nuestras culturas, tenemos tendencia a preferir las cremaciones. Parce qu'on voudrait détruire la parole, c'est trop difficile de parler, de comprendre, de lire. Porque se quiere destruir la palabra, porque es muy Hablada, difícil. Hablada, puesto que es muy difícil hablar, leer, escribir. Oui, je dis surtout c'est difficile de lire, c'est-à-dire Sobre- de comprendre ce qu'on dit et de lire. Sobre todo yo digo de leer, porque se trata de comprender qué es lo que uno dice y también de escribir. Et la psychanalyse de Freud, c'est réintroduire la parole parlée, la langue parlée dans la civilisation industrielle. Y el psicoanálisis de Freud es reintroducir la palabra hablada en la civilización industrial. Hein, et qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, Y que se diga, quede olvidado detrás de aquello que se eh dice, ben, il ne faudrait pas l'oublier. no habría que olvidarlo. Mais c'est aussi difficile de s'en apercevoir qu'on parle que d'arriver à prévoir des interruptions dans les dessins. Y es tan difícil darse cuenta de aquello de lo cual uno está hablando, como también darse cuenta que hay que hacer cuando aparecen las interrupciones en los dibujos. Hein. Donc les psychotiques ils détestent cette théorie des nœuds, cette pratique de dessin. Entonces los psicóticos detestan esta práctica de dibujos, esta práctica de los nudos. Hein, ils dessinent les nœuds comme ça. Ellos dibujan los nudos así. Là, il y a un point de croisement. Acá hay un punto de cruzamiento, Alors que c'est quand même pas difficile de faire comme ça. pero de todas maneras no es tan difícil hacer así, ¿no? Mais ça fait un peu peur, ça ressemble un peu à la lecture japonaise. Pero esto ya empieza a dar un poco de miedo, se empieza a parecer a la escritura japonesa. Et les Japonais, eux, ce sont justement des sujets qui sont très attentifs à la parole. Y los japoneses, justamente ellos, son sujetos que están muy atentos a la palabra, Puisqu'ils lisent ce qui est écrit de deux manières différentes en même temps. puesto que ellos leen lo que está escrito de dos maneras diferentes al mismo tiempo. Nous sommes donc une espèce raciste par définition, Nosotros somos una especie racista por definición, ce qui ne justifie pas le racisme. pero que no justifica el racismo. Les mauvais discours, les mauvaises paroles Los malos discursos, las malas palabras et les mauvaises actions. y las malas Mais acciones. il faut reconnaître que l'espèce humaine, elle a créé des espèces d'humains. Dans la même espèce humaine, elle a créé des races. Pero hay que reconocer que la especie humana, dentro de la misma especie humana, ha creado razas humanas. Hein. C'est pas Babel ensuite qui a inventé les différentes langues. Entonces no es Babel que luego inventó las diferentes lenguas. Il y a un processus du symbolique qui va dans le sens de la sélection. Hay un proceso simbólico que va en el sentido de la selección. Eh ben, il ne faut pas s'y prêter, il ne faut pas l'accepter, il faut s'opposer à ça. No hay que prestarse a ello, no hay que contribuir, no hay que sumarse a eso. Hein. C'est pratiquer la langue, mais reconnaître que ce n'est pas une raison d'en déduire que la ségrégation, c'est bien ou c'est pas bien. Se trata de practicar la lengua, pero no deducir de ello que la segregación es algo que está bien, Ou pas bien. o Pas bien. no bien. C'est pas une affaire de bien ou pas bien, c'est une affaire de fait. No se trata de algo de que está bien o que no está bien, es un asunto de hecho. Il faut tenir compte de la ségrégation de la langue, Hay que tener, mais ne pas systématiser. pero no sistematizar. Et ça n'autorise aucune justification de la ségrégation. Y eso no autoriza ninguna Justifie. justificación, no justifica la segregación, Qui est très commune, très facile.
que es muy común, que es muy fácil. Mais vous remarquerez que ceux qui prônent la ségrégation se réfèrent toujours à la nature. Y fíjense que todos aquellos que promueven la segregación se refieren siempre a la naturaleza. Alors que justement, dans la nature, il n'y a pas cette ségrégation linguistique ni de fait. Cuando en la naturaleza no hay justamente esa segregación, ni lingüística ni de hecho. Bon, d'accord. Les animaux carnassiers tuent leurs proies et les mangent. Bueno, está bien, los animales carnívoros o carroñeros matan a los animales y se los comen, Leurs proies, a sus presas y se los comen. Bon, je ne dis pas que la nature c'est facile, hein. Les orages, les volcans, c'est quand même assez dangereux. Yo no voy a decir que la naturaleza es fácil, las tormentas, los volcanes, bueno, nada de eso es fácil. Et la psychanalyse, avec la parole, c'est bien reconnaître que nous sommes, nous, antifousis. Pero el psicoanálisis con la palabra es reconocer, hablada, es reconocer que nosotros somos antifusis. C'est-à-dire que la fusis, Es c'est la decir, nature et nous sommes anti-nature. la fusis es la naturaleza y nosotros somos antinaturales. Et donc, anti-nature, ça veut dire que nous avons une responsabilité. Entonces, si somos antinaturales, quiere decir que tenemos una responsabilidad. Donc, il ne s'agit pas de maladie mentale, il s'agit d'abord de la folie. No se trata entonces de enfermedad mental, se trata primero de la locura. Avant de parler de causalité psychique, il faut distinguer la folie. Antes de hablar de causalidad psíquica, hay que distinguir la locura. On peut faire une pause, si On va vous faire voulez. une pause, mais je vais effacer un peu dans ce tableau. Est-ce qu'il y a des questions sur le côté fictif du Voy fait a du borrar, triangle de Pascal dans la dimension des espaces? voy a borrar el pizarrón. Hay preguntas a propósito de la dimensión fictiva del triángulo de Pascal en la cuestión de las dimensiones. Là, vous avez vraiment un bel exemple d'instance de la lettre. Acá ustedes tienen un bello ejemplo de instancia de la letra. La lettre produit des différences que l'on croit être perceptibles alors qu'elles sont suggérées par l'écriture. La letra produce Des différences. diferencias que parecen perceptibles, pero que en realidad son producto de, Oui, c'est un produit artificiel pero son un producto artificial de la langue et de l'écriture dans la langue. de la lengua y de la escritura en la lengua. Donc, c'est l'instance de la lettre, c'est vraiment le fondement de la découverte freudienne. Y la instancia de la letra es verdaderamente el fundamento del descubrimiento freudiano. Mais vous voyez que c'est difficile puisqu'il s'agit à la fois de lettres et d'homophonie. Pero vean qué difícil que es, porque se trata al mismo tiempo de letra y de homofonía. C'est-à-dire que il est très difficile de distinguer entre la lettre et le signifiant, parce que le signifiant, il est du côté des sons. Vean que entonces que es muy difícil distinguir entre letra y significante, puesto que el significante está del lado del sonido. Hein? Le signifiant, c'est une affaire d'oreille, la lettre, c'est une affaire scopique. El significante es un asunto de oreja y la letra es un asunto escópico. Mais il y a un lieu où les deux sont tellement proches qu'il est très difficile de les distinguer. Y hay un lugar en que las dos están extremadamente próximos y eso hace que sea difícil distinguirlos. Hein? Donc on peut faire une pause si vous êtes fatigué, je suis tout à fait disposé à On va continuer. Bon, Bon. il est quelle heure là? En Il est midi midi, 5. on s'arrête un peu. Nos detenemos un poco.